C'est cool parce que c'est vraiment une intro. Vous allez voir, c'est pas. Enfin, on va essayer d'être le plus simple possible. C'est vraiment le but. Je sais pas si vous avez rejoint la présentation via la communauté ou Facebook, via Facebook ou via le groupe Financial Networking Group, je sais pas. Mais voilà, c'est vraiment le but de notre communauté Air Crypto d'essayer le plus facile possible. Donc on va essayer de s'efforcer de rendre ça synthétique et vous avez une bonne image. Et puis surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions pendant la conf sur le chat et en fin de présentation, on les prendra au fur et à mesure. Vu qu'on est en comité réduit, on pourra aussi discuter ensemble. Je pense qu'on peut commencer, Ray. Ouais. Du coup, je vais juste enlever ma vidéo. C'est pour que ça passe mieux. Je vais mettre la présentation. Je vais me dire si c'est bon. Ok, on va commencer. Du coup, pour commencer un peu la séance, on va parler des NFT, donc non-fungible token, jetons non fongibles. Donc nous, on est pour présenter un peu l'équipe, donc on est 4, on appartient à Air Crypto. C'est une entreprise qu'on a créée il y a un peu plus d'1 an. 4 personnes dans l'équipe, donc moi-même, Adrien Roux, Maxime Furet, Julien Lefebvre et Gennady Pak, qui auront aussi l'occasion de parler lors de cette présentation. Et on s'est intéressé aux crypto-monnaies à des dates assez différentes. Moi et Maxime, on est rentrés en 2017, juste un peu avant la bulle. Julien et Gennady un peu plus tard. On a plutôt des backgrounds financiers, mais des profils assez différents dans nos expériences. Donc voilà, c'est pour présenter un peu l'équipe et vous aurez l'occasion d'échanger avec chacun d'entre nous. Donc, si on va sur les NFT, nous, on voulait commencer déjà par une définition simple. Et qu'est-ce que c'est finalement les NFT? Quels sont les objectifs? Donc pour nous, il y a 4 notions clés au token non fongible, donc NFT. Tout d'abord, c'est la notion de non-fongibilité. Alors, peut-être, ça va être contre-intuitif, mais pour comprendre la notion de non-fongibilité, on va parler de la notion qu'est-ce que c'est qu'un actif fongible. Un bien fongible, c'est quelque chose d'interchangeable avec quelque chose d'autre. Donc ça veut dire même qualité, même quantité, pas de distinction entre ces deux actifs fongibles. Ça peut être des bitcoins, des billets de banque, je sais pas, en fait, tout ce qui a des caractéristiques vraiment identiques. Donc à l'inverse, un token non fongible, de caractéristiques non fongibles, c'est des caractéristiques uniques. Donc moi, ce que j'aimais bien représenter sur la photo de droite, on a mis l'exemple des glaces. Finalement, les glaces, c'est peut-être un tout, mais ça a des caractéristiques uniques. Il y en a une qui va être au chocolat, une aux fraises. On ne peut pas se l'échanger. Quelqu'un qui va avoir une glace aux fraises, à la fraise, ça ne va pas être pareil que quelqu'un qui a une glace au chocolat. Il y a des goûts différents. C'est des caractéristiques uniques. Il peut y avoir des Smarties sur un, etc. Bref. La deuxième chose, c'est que c'est adossé à une blockchain. Donc, que ce soit Air, Flow, Tron, enfin, il y a plusieurs infrastructures qui gèrent les NFT. Et qu'est-ce que ça va permettre le fait que ce soit adossé à une blockchain, ça va permettre une traçabilité du propriétaire. C'est-à-dire qu'on va savoir qui a été le créateur du NFT, quel a été l'historique des transactions, c'est-à-dire qui se les a échangées, quand a été créé le NFT, par qui. Il y a vraiment, tout est tracé parce que c'est sur la blockchain. Ensuite, c'est des attributs communs, donc ça peut être comme, c'est des glaces, ça reste un dessert, mais une identité propre. Qu'est-ce qu'on entend ici? C'est-à-dire qu'on va parler de plusieurs projets, mais ça peut être un numéro de série spécial, une peinture, un art digital qui a été fait par quelqu'un en particulier, voilà. Et finalement, c'est un certificat de propriété. Je pense que c'est la chose la plus importante, c'est un certificat de propriété digitalisé, puisque c'est adossé sur une blockchain, donc c'est devenu digital. C'est plus un contrat papier, ça devient un contrat un peu digital. Ça certifie que je suis propriétaire de l'œuvre qui est derrière ce NFT.
du jeu vidéo, enfin de l'arme de ce jeu vidéo qui est derrière ce NFT. En fait, toutes ces caractéristiques, le fait que ce soit adossé à la blockchain, qu'on puisse tout tracer, ça va aussi amener une rareté digitale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, imaginons j'ai mes cartes Panini en, en physique. Si quelqu'un demain me donne la carte Panini de Cristiano Ronaldo, on ne sait pas combien il en existe, on ne sait pas combien ont été imprimés. Voilà, il y a quelqu'un qui peut faire des photocopies, donc finalement, ça n'a pas vraiment de valeur. Là, vu que tout est tracé, vu que tout est tracé, on peut vraiment savoir combien il y a eu d'exemplaires émis. Et voilà, en fait, si on a 200, il n'y en aura toujours que 200. C'est vraiment ça qui est une vraie révolution. Donc si on synthétise sur cette diapositive, c'est vraiment un actif digital et qui est unique et dont on peut certifier ses caractéristiques, son propriétaire, son créateur. Le marché des NFT, on en a beaucoup parlé en ce moment. Ça a fait l'actualité des médias, mais c'est un peu plus ancien quand même. Il y a eu en 2012 ce qui s'appelle les colored coins. Donc, j'ai dû faire quelques recherches puisque je n'étais pas encore chacun d'entre nous dans l'équipe n'était pas encore dans les cryptos à ce moment-là. Mais en fait, c'est finalement des sortes de bitcoins colorés qui enregistraient des métadonnées. C'est des données qui servent à définir d'autres données et sur lesquelles, du coup, on pourrait enregistrer des labels. C'est un peu technique, mais voilà, c'est un peu la première référence au NFT qu'il y a eu. Donc, ça date de 2000. Là où ça s'est démocratisé principalement, c'est en 2017 avec les CryptoPunks. Donc, vous avez pu voir peut-être passer ces sortes d'avatars, des punks format d'œuvres digitales, et les CryptoKitties qui étaient des petits chats à collectionner qui ont été faits par justement les fondateurs de Flow, Dapper Labs. En 2018, il y a eu Decentraland qui a commencé à lever quand même des montants importants, 26 millions via une ICO. On parlera un peu plus tard de ce projet. Juste d'ailleurs, c'est en 2017, les NFT avec CryptoKitties, c'est ce phénomène qui a été à l'origine de la congestion de la blockchain Ether ou de la hausse des frais, et ça a fait partie, c'est un facteur qui a été aussi déclencheur de la crise de 2017-2018 sur les cryptos. En 2019, il y a eu quand même des marques importantes, à l'image de Nike qui s'est lancée dans les NFT, donc c'est pas non plus récent que les secteurs plus traditionnels s'y intéressent. Donc Nike, ils ont breveté en fait CryptoKick, et c'est un NFT qui permet de vérifier l'authenticité des chaussures Nike. Donc finalement, aujourd'hui, on pourrait aller acheter des chaussures Nike, scanner le QR code qui est sur la chaussure, sur l'étiquette, et ça nous mettrait, est-ce que c'est une contrefaçon ou pas. En fait, ça témoignerait le fait que c'est bien Nike qui l'a produite. Vraiment, on peut déjà un peu imaginer en quoi ces NFT peuvent apporter quelque chose dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, après, il y a eu une explosion fin 2020-2021. Là, je pense que pas besoin de trop en parler. Dans le domaine de la musique, de l'art, de tweets, des cartes de collection, du sport, on peut revenir sur chacun de ces thèmes. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de traction. En 2020, il y a eu 250 millions de dollars qui ont été échangés sur le marché des NFT, ce qui est déjà 4 fois plus qu'en 2019. Et en 2021, on a déjà battu les records. Je n'ai pas les chiffres pour le début, mais bon, on sait que ce sera bien plus élevé. Et voilà, tous les projets qui ont été exposés à ces NFT, que ce soit Theta, même Chiliz qui n'a pas encore sorti ces NFT, qui est un projet dans le sport qui fait un peu de la pub sur le fait qu'ils en sortiront, a explosé suite à ces annonces. Donc vraiment, tous ces projets ont vraiment explosé. Donc c'est aussi voir un peu la différence entre bulles et nouvelles technologies. On va essayer de un peu la distinction. Comment en acheter? Il y a deux possibilités. Soit il y a des plateformes spécialisées, donc de type Rarible, OpenSea, Nifty Gateway, VIF3,
vous avez peut-être entendu parler, c'est souvent là on va pouvoir aller échanger ses œuvres digitales. Donc c'est des plateformes qui sont directement en ligne sur Internet. On connecte son MetaMask, qui est un portefeuille, enfin, MetaMask, Trust Wallet ou autre. MetaMask étant ce qu'on utilise nous personnellement. Mais ça permet, voilà, on met des Ethers par exemple sur MetaMask et on va pouvoir acheter directement sur le site en Ether l'œuvre digitale qui nous plaît. Et ensuite, ça sera enregistré sur cette plateforme et vu que c'est associé à notre adresse publique et privée, et ben, on sait que maintenant la transaction a été faite et que cette œuvre digitale nous appartient. Mais il y a aussi les sites dédiés. Vous avez peut-être entendu parler de Sora pour la collection des cartes, justement, on va dire Panini digitalisées. NBA Top Shot pour la NBA, on va revenir dessus. PancakeSwap a lancé ses propres NFT, donc alors que leur objectif, c'est plutôt d'être un échange décentralisé. Il y a The Sandbox qui est vraiment, on va en revenir, qui fait partie des NFT dits Metaverse. Donc vraiment, ça, c'est des sites qui sont vraiment dédiés à un projet derrière. Alors que dans les plateformes spécialisées, il y aura vraiment de l'art digital, il y a un peu de tout. On peut trouver un peu de tout. Je vais passer la main à Guina pour cette slide, pour savoir un peu comment faire pour créer un NFT. Merci Adrien. Bonjour à tous. Donc, je prends la main sur les NFT. Donc là, vous avez vu un petit peu comment on pouvait donc en acheter, mais également possible d'en créer, bien sûr, ses propres NFT. Donc, à partir de finalement n'importe quoi. Et finalement, on a deux solutions pour créer des NFT. Donc, la solution un peu brute, c'est de les coder tout simplement, puisqu'on reste quand même sur une technologie blockchain. On passe par des smart contracts. Smart contracts, donc, ce sont des contrats qu'on adosse à des crypto-monnaies pour ensuite voilà, faire émerger donc, ces fameux NFT. La solution 1, donc, qui est un petit peu la partie hardware, on va dire codage, nécessite quand même des connaissances assez techniques, poussées. C'est pourquoi on a voulu vous présenter une alternative qui est finalement la solution qui consiste à passer par des plateformes qui existent, des plateformes clés en main. Il faut en fait avoir deux prérequis pour cela. Premièrement, avoir un portefeuille Ethereum. Un portefeuille Ethereum donc, sur des wallets comme MetaMask par exemple. C'est un wallet gratuit que vous installez en tant que plugin directement sur votre Google Chrome ou Brave. Donc ça dépend ce que vous utilisez. Et posséder quelques Ethers pour avoir cette fameuse contrepartie à partir de laquelle vous allez créer ces Ethers. Donc très concrètement, comment ça marche? Donc vous avez plusieurs plateformes pour créer ces NFT. Je vais vous en présenter trois. Tout d'abord, les deux premières en fait, Mintbase et Minttable App. Donc en dessous, vous avez en fait les sites internet directement si vous voulez faire un tour. Ils ont deux différences. Je vais commencer par Mintbase. Donc c'est un site internet où vous pouvez créer jusqu'à 25 NFT d'un coup avec voilà, plusieurs options de personnalisation. Donc à la fois la localisation, de la prix, la date, l'image. Donc c'est assez, euh, c'est assez diversifié. Il faut créer un compte bien sûr sur cette plateforme. Et Mintable, c'est une plateforme communautaire qui vous propose, voilà, à travers un petit guide, de contrôler vraiment et de créer vraiment de zéro euh, les, euh, les NFT de votre choix. Et là, vous pouvez aller assez loin dans la personnalisation. Vous pouvez donc changer la couleur, les logos, les images. Et ensuite, donc une fois que c'est créé, donc vous pouvez les vendre. Et les vendre aujourd'hui avec, contrairement à Mintbase, pour le moment, Mintable ne permet pas de vendre vos NFT. Par contre, sur Mintbase, il est possible de les vendre, mais également sur OpenSea, qui s'est pas mal développé au cours de la dernière année. Vous pouvez à la fois créer et vendre, qui est un petit peu comme l'a dit Adrien, un petit peu la plateforme de repère pour vendre vos différentes crypto-monnaies. NFT, donc voilà. Merci Guéna. On va passer sur maintenant un peu les différents types de NFT qui existent. Juste Adrien, Adrien, je vois une question de Axel, pardon. Combien ça coûterait pour créer un NFT? Alors, c'est pourquoi si on peut revenir sur la slide d'avant, slide 6.
Effectivement, en fait, il est conseillé de posséder quelques Ethers parce qu'en fait, il n'y a pas de tarif minimal, si tu veux, pour créer un NFT. Euh, il est possible de créer un NFT à adossé 1 million en valeur de Ether, tout comme un NFT adossé à quelques voilà, dixièmes ou centièmes de Ether. Euh, En fait, c'est la valeur qu'ensuite que tu vas donner à ton NFT et qui va dépendre à l'adossement en fait, de ton portefeuille. Donc là, je te conseille d'aller voir les différentes plateformes et tu sauras exactement pour quel projet il faut combien d'Ether. Merci Guérin. Et ouais, voilà, c'est vrai que plus c'est personnalisé ton NFT, plus ça va te coûter cher en frais aussi pour le lancer. C'est vraiment, ça varie vraiment de tout l'un tout l'autre. Voilà, donc on va essayer de vous présenter un peu les différentes catégories de NFT. Donc sur cette slide, on va présenter les collectibles et les métaverses. Donc côté collectibles, bah, je les ai un peu évoqués déjà auparavant. Il y a Sora, qui est peut-être le plus connu en France, qui est l'équivalent, voilà, comme je disais, les cartes Panini, mais digitalisées, où on va pouvoir constituer son équipe, un peu comme mon petit gazon pour ceux qui connaissent. Euh, Acheter pardon, ses joueurs en Ether, constituer son équipe et jouer derrière. Et après, on peut essayer échanger ses cartes. Voilà. Après, il y a NBA Top Shot. Donc ça, c'est plutôt, si Sora est pour les footeux, le NBA sera pour les fans du basket. Pas encore accessible en France, sauf via VPN. Donc c'est sur la blockchain Flow. Et donc là, c'est finalement avoir des extraits vidéo des joueurs de la NBA. Et voilà. Après, vous allez me dire en fait, quel est l'intérêt vu que je peux retrouver ces vidéos sur YouTube, cet extrait sur YouTube, je peux l'extraire et je l'ai. Finalement, en fait, c'est que ces cartes, ces extraits de vidéos, ils vont être émis en un nombre d'exemplaires limité. Et finalement, on va savoir genre s'il y a eu 200 vidéos, 200 extraits vidéo qui ont été émis, bah, il n'y en aura jamais plus. Donc après, c'est est-ce qu'on a envie c'est un peu comme toute collection, c'est vraiment la valeur qu'on a envie d'accorder à cette carte, à ce chat, si on parle du CryptoKitties. Donc c'est vraiment une expérience à vivre plutôt que se dire bah, je peux extraire cette vidéo, je peux photocopier cette carte. Non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Et par exemple, pour reprendre l'exemple de NBA, on peut acheter en fait des packs dans lesquels on va avoir plusieurs extraits vidéo qui vont appartenir à des collections un peu différentes, qui vont avoir des raretés différentes. Par exemple, un LeBron James va valoir moins que personne, enfin, valoir plus pardon qu'un joueur moins expérimenté. C'est là aussi ce qui peut être intéressant, c'est que si finalement bah, on aime bien un joueur de foot, on a détecté un talent chez un joueur de NBA, bah, on peut essayer aussi d'investir, de se dire bah voilà, celui-là il va être bon plus tard, j'ai confiance, peut-être qu'il est en fin de carrière aussi et que du coup la carte va s'apprécier parce qu'ils vont peut-être plus en émettre. Donc c'est un milieu de connaisseurs pour faire des paris sur les joueurs finalement derrière. Mais c'est aussi un milieu où il y a extrêmement de spéculation. Par exemple, si on a le numéro, je sais pas, 23 de LeBron James, vu que c'est son numéro de maillot, bah, si son numéro de série c'est le 23 et que ça correspond à son numéro de maillot le 23, bah forcément on va avoir beaucoup plus de valeur parce qu'il y a un intérêt derrière lié à ça. Donc les éléments clés à regarder quand on investit sur ce type de projet, bah, ça reste quand même le jeu de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup plus de vendeurs sur ces plateformes. Pour regarder NBA, tout le monde se précipite à acheter des packs. Par contre, l'offre du côté de la vente est assez importante. Donc il faut essayer voilà, de détecter du potentiel, de regarder le numéro de série, est-ce qu'il est élevé ou pas, est-ce que le joueur il est bon ou il va devenir bon, est-ce que le projet dans lequel je suis a de la hype ou pas. NBA c'est quand même extrêmement, enfin, il y a énormément de fans, le Sora c'est le football, il y a extrêmement de fans, mais est-ce qu'un autre projet qui est un peu moins connu, est-ce qu'il va attirer beaucoup de monde, même s'il y a des prix super élevés,
pas forcément. Donc il faut faire assez attention et s'intéresser vraiment au numéro de série, hype derrière. Voilà. Je vais passer la main à Julien pour les métaverses. Merci Adrien, bonjour tout le monde. Donc moi je vais vous parler des métaverses. Donc qu'est-ce qui se cache derrière ce terme un peu barbare? Pour moi c'est vraiment les projets qui ont l'aspect le plus futuriste et excitant parmi les NFT. Donc il faut savoir que les métaverses, ça représente 25% du marché des NFT en montant de vente. Ça c'est au début d'année, donc c'était juste avant la vente de l'œuvre de Beeple pour 69 millions de dollars, donc qui ne fait pas partie de cette catégorie. Mais sinon, c'était le type de projet qui faisait le plus de ventes, qui réalisait le plus de ventes dans les NFT avant l'art digital. Donc le terme métaverse, pour la petite histoire, c'est pas un terme qui est récent, c'est un terme qui est apparu il y a à peu près une trentaine d'années. Donc pour la première fois dans un roman qui s'appelle Snow Crash, qui a été écrit par Neil Stephenson, et qui décrivait un monde virtuel qui avait été créé par un programme informatique et dans lequel était hébergée une communauté d'utilisateurs, donc représentés sous la forme d'avatars et qui pouvaient se déplacer et interagir socialement et économiquement les uns avec les autres. Donc cette description du métaverse, elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, les projets métaverse qui sont sur la blockchain, ce sont des mondes virtuels qui sont principalement sous la forme de jeux vidéo et dans lesquels en fait on peut acheter des parcelles de terrain sous forme d'NFT dans le but d'en devenir propriétaire. Mais pas que, on peut également acheter des avatars, des équipements, etc. pour évoluer dans ces mondes. Et in fine, en fait, le but, ça sera que dans ces jeux vidéo, dans ces mondes virtuels sous forme de jeu, on pourra, sur sa parcelle de terrain, développer une multitude d'applications, comme par exemple des mondes avec des univers bien spéciaux, des jeux, on peut aussi imaginer des concours, des événements promotionnels, etc., auxquels en fait les autres joueurs, les autres utilisateurs du métaverse seront conviés, pourront participer. Ce qui va créer du trafic et de la visibilité pour le propriétaire de cette parcelle, ce qui pourrait être monétisable. Donc, parmi les principaux métaverses, aujourd'hui, on retrouve The Sandbox, dont une partie de l'équipe est française. On retrouve également Axie Infinity et Decentraland, qui sont des projets qui d'ailleurs sont à cheval entre, on pourrait dire aussi le jeu vidéo et tout ce qui est immobilier virtuel, donc qui sont des thèmes que Maxime abordera juste après. Donc, plus récemment, certains d'entre vous l'ont sûrement vu, il y a le film Ready Player One qui est sorti en 2018 et qui donne un aperçu vraiment très clair de ce qu'est un métaverse. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, dans le film, en fait, on est dans un monde futuriste, presque apocalyptique, dans lequel les gens vivent dans des conteneurs entassés les uns sur les autres et passent leur journée avec des casques sur la tête, des casques un petit peu des casques de réalité virtuelle, pour vivre une seconde vie, une sorte d'exutoire dans lequel, dans un métavers qui s'appelle l'Oasis. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que les méchants, les méchants, voilà, les méchants du film qui sont à la tête d'une entreprise capitaliste, ils veulent prendre le contrôle de l'Oasis de l'intérieur, notamment pour pouvoir y incruster des emplacements publicitaires en fait. Donc c'est-à-dire que les joueurs qui sont toute la journée avec leur casque auront dans leur champ de vision des pubs pour des sociétés du monde réel. Et donc le fait d'avoir une visibilité comme ça dans un monde virtuel dans lequel les joueurs passent quasiment toute leur journée et où il y a des milliers, voire des millions d'utilisateurs, ça générerait des revenus énormes pour l'entreprise de ces méchants dans le film. Et ça, c'est un enjeu qui est important dans la vraie vie, parce que quand on regarde aujourd'hui les métavers sur la blockchain comme The Sandbox, donc on peut acheter des terrains, et quand on va sur le site de The Sandbox, on peut avoir la carte du métaverse du dessus, et on voit du coup les différentes parcelles de terrain et les différents propriétaires. Et en fait, on voit que tous les propriétaires, donc que ce soit des particuliers ou alors des entreprises qui ont acheté des terrains sur The Sandbox, ont mis leur logo avec leur nom, etc. Et donc, ça fait que même s'il n'y a pas encore d'applications concrètes qui ont été développées sur ces parcelles, juste le fait de se connecter sur la carte de The Sandbox et de voir le nom et les logos des différents propriétaires de ces terrains, ça leur fait déjà une publicité qui est énorme. Et donc ensuite, quand il y aura des applications possibles, ça veut dire que ça soit aussi bien des entreprises, donc des marques ou alors des artistes, ils pourront faire une promotion innovante auprès des joueurs et des visiteurs du métaverse via une diversité de supports qui est inédite et qui est presque indéfinie en fait. Donc on peut imaginer par exemple que les gens vont organiser des events sur leur parcelle, ils vont organiser des concours, des jeux. Pour les marques, ils pourront organiser par exemple des défilés de mode virtuel, etc. Il y a vraiment un vaste champ d'applications. Et pour illustrer ça, on peut prendre en exemple ce qui s'est passé dans Fortnite il y a quelques semaines.
Donc le Fortnite au début c'était juste un jeu de kill en multijoueur, maintenant c'est devenu bien plus que ça et ça peut s'apparenter à un métaverse. Il y a le rappeur Travis Scott qui a réalisé une performance qui a été suivie par 12 millions de personnes en direct, avec un événement qui était visuellement incroyable et dans lequel on le voyait en tant que géant dans le jeu faire un concert en direct. Il a également dévoilé une nouvelle musique pendant cet événement. Et du coup, ça, c'est un coup de pub qui était énorme pour lui auprès des 12 millions de personnes qui le suivaient à travers le monde. Donc on voit qu'il y a un potentiel côté événement, promotion pour faire le buzz. Et il y a également un autre gros potentiel des métaverses qui est celui de rassembler des milliers, voire des millions de personnes en direct à travers le monde virtuellement. Et ça, c'est d'autant plus important aujourd'hui avec le Covid. On voit que les marques, les artistes ont du mal à mobiliser les foules parce qu'on peut plus se rassembler. Pour ce qui est de la démocratisation, c'est un univers en fait qui voit déjà entrer des acteurs de l'industrie classique, aussi bien de l'industrie des jeux vidéo que de celle de l'immobilier. Donc, par exemple, il y a Atari, qui est un éditeur historique de jeux vidéo, qui soutient de très près le projet The Sandbox. Et il y a également, pendant mes recherches, je suis également tombé sur un fonds immobilier américain qui s'appelle Republic Real Estate, donc un fonds immobilier classique qui investit pour ses clients dans de l'immobilier, dans des immeubles, mais qui a également créé pour une poignée de clients un fonds d'investissement spécialisé dans les terrains virtuels sur différentes plateformes métaverses, comme The Sandbox par exemple. Il y a également une entreprise qui a créé le premier tracker à thème dans l'univers des NFT, qui est donc un tracker sur les métaverses, qui s'appelle le Tracking Metaverse Index. Donc à la manière d'un ETF sur le CAC 40, ça va permettre aux investisseurs qui sont intéressés par ces projets métaverses de pouvoir s'exposer à tout l'univers des métaverses en achetant un seul produit. Donc voilà, c'est un tracker qui suit un panier qui est composé de 15 tokens différents, dont le engine, le mana, mais également les tokens des projets que je vous ai présentés comme le Sunbox, Decentraland et Axie Infinity. Donc tout ça, c'est des pas vers la démocratisation et l'adoption des projets métaverses. Donc pour résumer les métaverses, il y a un énorme potentiel d'adoption de tout un tas d'acteurs et encore plus lorsqu'on pourra vraiment développer des applications sur les parcelles de terrain présentes dans ces univers. Après, de là à ce qu'un métaverse prenne une place aussi grande dans nos vies que l'Oasis dans le film Ready Player One, je pense que ça n'arrivera pas. Mais en tant qu'investisseur, le gros défi, c'est de tomber sur le ou les métaverses qui deviendront ceux de référence dans le futur. Et on voit déjà quelques acteurs qui sortent du lot. Donc maintenant, si Adrien peut passer à la slide suivante. Voilà, maintenant je vais vous présenter une autre catégorie de projet qui est celle de l'art digital. Donc l'art digital, c'est l'application d'NFT qui est la plus simple à visualiser en fait, parce que c'est celle dont on parle le plus dans les médias, avec notamment des ventes records, dont celle de l'œuvre de l'artiste Beeple pour 69 millions de dollars. Il faut savoir que le marché de l'art traditionnel, c'est un gros marché de plus de 60 milliards de dollars, dont seulement moins de 10% des ventes sont réalisées en ligne aujourd'hui. Donc c'est un marché qui est ancien, qui est très traditionnel avec ses propres codes, et qui reste aujourd'hui totalement dépoussiéré, avec un potentiel de digitalisation qui est énorme. Donc les NFT, elles sont en train de venir totalement chambouler ces codes, et c'est pour ça que ça fait autant de bruit dans les médias. Donc alors je suis d'accord que c'est tabou de comparer une toile de maître avec un fichier JPEG, par exemple. Et ça, par exemple, c'est notamment une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec une fille de mon travail qui est issue d'une famille très aisée qui collectionne l'art notamment, et qui m'a dit que voilà, un tableau, à la différence d'un fichier JPEG, ça pouvait s'accrocher dans un salon, s'admirer, etc. Et je suis d'accord avec ça. Mais par contre, il ne faut pas oublier que le marché de l'art, le marché de l'art traditionnel, c'est un marché de placement avant tout, et que les tableaux qui se vendent pour plusieurs millions d'euros, c'est la première raison, c'est pas principalement pour la beauté des coups de pinceau, c'est vraiment dans une optique de placement financier. Et donc le retour au NFT, dans ce marché, il est très pertinent pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'au-delà de l'artiste et de l'œuvre, les paramètres qui comptent le plus dans le marché de l'art, ça va être la preuve de la propriété et la preuve de l'authenticité de l'œuvre. Et sur ces deux points, les NFT sont très utiles. En effet, c'est bien plus facile et rapide de vérifier qui est le propriétaire d'un NFT et de vérifier son authenticité en passant par la blockchain, parce qu'on a l'historique de toutes les transactions qui ont été réalisées par rapport à ce NFT, plutôt que dans le marché de l'art traditionnel, en passant par des experts, etc. Donc la NFT va emporter plus de transparence, et comme on va supprimer les intermédiaires, on va supprimer les frais. De la même manière, la bonne conservation des œuvres d'art traditionnel, c'est aussi un problème, alors que conserver un NFT dans son wallet, ça n'oppose aucun. Il ne faut juste pas perdre des accès à son wallet comme avec vos crypto-monnaies classiques. Enfin, si on veut vendre ces œuvres d'art digitalisées sous forme de NFT,
On peut le faire très facilement via une plateforme comme l'a présenté juste avant Adrien, comme OpenSea, comparé aux œuvres d'art classiques où là, il faut passer par des salles de vente aux enchères, etc., où c'est beaucoup plus complexe. Vous me direz, ouais, mais la vente de l'œuvre d'art de Beeple qui s'est faite récemment donc pour 69 millions de dollars, elle s'est faite chez Christie's, qui est une salle de vente aux enchères historique. C'est vrai, sauf que ça, c'était une vente qui, faut le rappeler, est exceptionnelle de par son montant, donc il fallait attirer un certain type d'investisseurs, et je pense qu'en plus, c'était très symbolique et voulu. Et l'image, c'est de voilà, on donne un grand coup de pied dans la fourmilière. La vente d'œuvres d'art sous forme d'NFT, elle a également eu l'effet de démocratiser l'art à travers différents publics et dans différentes formes. Donc les NFT, elles ont vraiment ouvert le marché de l'art qui autrefois était réservé aux connaisseurs ou aux investisseurs qui étaient plutôt fortunés, aux investisseurs en crypto-monnaie, et je vais faire exprès de grossir le trait, elle a également ouvert ce marché aux geeks. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des étudiants qui arrivent à se faire de l'argent en vendant leurs créations, que ce soit des dessins, des vidéos, des gifs, etc., sous forme de NFT très facilement, parce qu'ils tirent profit de la facilité d'accès aux plateformes de vente et de la hype des investisseurs autour des NFT. Avant, ces mêmes étudiants, ils n'avaient aucun moyen pour monétiser leur création. Donc voilà, on se retrouve avec des étudiants et des artistes inconnus qui arrivent à gagner leur vie en vendant leurs travaux, mais il y a également d'autres artistes qui, grâce au NFT, peuvent se réinventer grâce à la diversité de supports que permet l'NFT en fait. Et je vais notamment citer Steve Aoki. Donc Steve Aoki, c'est un DJ, un compositeur qui est extrêmement connu dans le monde de la musique électronique et qui a lancé récemment sa première collection de NFT qu'il a vendue pour plus de 3 millions de dollars. Donc ses œuvres, ce sont des courtes animations avec des images un peu aux couleurs psychédéliques et de la musique techno par au-dessus. Et lui, il dit que la NFT, ça lui a vraiment donné l'opportunité de fusionner donc l'art, la culture de la collection et la musique d'une manière qu'il n'avait jamais pu réaliser auparavant. Et pour lui, les NFT vont vraiment devenir un pilier structurel dans notre culture. Un autre exemple de cette ouverture, notamment avec la vente d'art, enfin la vente de NFT de Ben Moreau, dont on avait parlé sur le canal de la communauté. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a quelques semaines. Donc Ben Moreau, lui, c'est un graphiste dans l'industrie du cinéma et des jeux vidéo. Il a notamment travaillé sur des films comme Elysium et The Hobbit et sur des jeux comme Call of Duty et Halo. Et lui, il a vendu une collection de cartes illustrées il y a un peu plus d'un mois pour 2 millions de dollars. Donc, bien évidemment, il a dit que ça avait changé sa vie, mais il a dit également que l'émergence des NFT, ça change la vie de beaucoup d'artistes autour de lui, parce qu'en général, il y a une grande partie des artistes qui sont obligés d'accepter des travaux pour gagner leur vie, dans lesquels en fait ils sont forcés de travailler sur des projets dans lesquels on va conditionner leur créativité. Et ça, pour un artiste, apparemment, c'est très très frustrant de ne pas pouvoir exprimer pleinement sa créativité. Donc il y en a beaucoup qui vivent très mal. Et du coup, grâce au NFT, maintenant, ils peuvent monétiser leur création qu'ils faisaient de côté avant, plutôt que de se concentrer sur des travaux qui les intéressaient moins. Et donc ça, c'est vraiment une opportunité, enfin l'opportunité qui a été créée par l'arrivée des NFT, c'est vraiment quelque chose qui était attendu depuis des années, voire depuis toujours, par les artistes. Voilà, donc on voit que les NFT, ça apporte une vraie révolution dans le marché de l'art, aussi bien sur les plans techniques que sur les plans économiques, sociaux et créatifs. Je vais passer la main à Maxime Merci. Merci Julien. Il y a juste une petite question d'Axel que je vais te poser du coup, qui est quand la femme de Musk ou le groupe de musique Kings of Leon vendent des œuvres d'art ou des albums, est-ce qu'on peut parler de métaverse? En fait, métaverse, comme je l'ai dit par rapport au projet que j'ai cité comme The Sandbox, c'est une notion qui est assez complexe parce que il va y avoir un aspect jeu vidéo, gaming, dont Maxime va parler après, il va y avoir un aspect immobilier, il va y avoir le fait de pouvoir, en fait, si tu veux, indirectement, je pense que si on réfléchit le métaverse comme un monde virtuel, on peut à peu près, enfin, on peut y relier un peu tout n'importe quoi. Après, si on prend un peu moins de hauteur et qu'on se rapproche, qu'on a plus le nez sur le métaverse, voilà, le fait de vendre des tableaux ou de vendre des albums, ça va plus être du ressort de l'art digital, je dirais. Après, voilà, on peut imaginer, enfin là vraiment je parle loin, mais on pourrait imaginer une salle de vente dans un univers métaverse où là on vend des NFT donc, qui concernent de l'art digital, et là on sera en plein dedans. Mais voilà, en fait, les possibilités et les axes de développement sont un peu infinis, quoi. Merci Julien. Du coup, Maxime, si tu veux continuer sur le... Ouais, je vais continuer. Mais effectivement, cette question est intéressante et je suis assez d'accord avec Julien. Je pense que les métavers, c'est plutôt le monde virtuel dans son ensemble, l'image de Sandbox. Et ensuite, dans ce monde virtuel, en fait, il va se passer plein de choses. Mais c'est pas parce qu'on vend une œuvre d'art dans ce monde virtuel qu'on va appeler ça un métaverse. Le métaverse va plutôt être l'univers et ce qui va s'en rapprocher le plus,
c'est plutôt la propriété immobilière qui est rattachée dans ces mondes virtuels. Voilà. Alors maintenant, on va parler de l'impact en fait, des NFT dans différents secteurs. Et donc, on va commencer par celui du gaming et sur l'expérience des joueurs. En fait, on va voir que les NFT vont impacter l'expérience des joueurs de différentes manières. La première manière, ça va être sur des jeux existants. On pourrait très bien imaginer pour les joueurs de FIFA, s'il y en a parmi vous, dans FIFA Ultimate Team, il y a déjà des cartes de joueurs qu'on peut acheter de manière classique, entre guillemets, digitale, mais classique. Demain, on pourrait très bien avoir des cartes spéciales, par exemple une version très rare de Cristiano Ronaldo, qui serait émise en NFT, et donc il n'en serait émis de cette carte qu'un certain nombre d'exemplaires, par exemple 100. Et donc on pourrait très bien imaginer demain FIFA vendre des cartes NFT de Cristiano Ronaldo à des gens, à des joueurs, et celles-ci auraient des caractéristiques particulières. Donc ça, c'est pour les jeux un petit peu existants. Après, effectivement, on aurait des nouvelles catégories de jeux, et ce dont tu as parlé, Julien, c'est les métavers, c'est un qu'on pourrait citer, c'est également Axie Infinity. Alors ça, c'est un nouveau jeu, en fait, qui a un monde en ligne qui est ouvert, où on peut collectionner des créatures qui sont semblables aux Pokémon, ou alors aux Tamagotchi. Effectivement, on avait des Tamagotchi, mais c'est un peu pareil. Et en fait, dans ce monde et dans ce jeu vidéo-là, il y a différents aspects qui sont liés au NFT. Il y a effectivement ce côté collection, où là, on pourrait acheter justement ces Tamagotchi. On pourrait en avoir plusieurs qui auraient chacun des caractéristiques particulières, parce que chacun, en fait, ils sont définis à travers des gènes différents, avec des gènes principaux, des gènes récessifs. Donc, en fait, il y a une combinaison de créatures qui est très importante. Et donc, ce premier aspect, c'est qu'on pourrait collectionner un certain nombre de ces créatures. Et également, dans ce jeu, on pourrait faire comme sur Sandbox, c'est-à-dire qu'on pourrait également devenir propriétaire de parcelles. Et sur ces parcelles, comme a dit Julien, on va pouvoir développer des expériences de jeu, des événements, des jeux concours. On pourrait imaginer tout un tas de choses. Et bien, Axie Infinity, ça reprend cet ensemble, et ça revient un peu à ta question que tu posais, Axel. C'est-à-dire qu'il va y avoir finalement plein de NFT, différents types de NFT dans un seul et même jeu. Alors, à quel nom on donne à ces NFT? C'est vrai qu'à la fin, ça va devenir un peu compliqué. Mais donc là, il faut prendre le jeu comme un ensemble. Et dans cet ensemble-là, on va pouvoir acheter des NFT, mais qui seront de l'immobilier virtuel, ou alors des choses qu'on peut collectionner. Ou alors, si je veux habiller mon avatar, eh ben, je lui achèterai des petits vêtements. Donc il y aura plein de NFT avec des caractéristiques différentes dans celui-ci. Donc là, on peut voir que les NFT vont venir révolutionner l'expérience des joueurs avec l'apparition de nouveaux jeux, comme celui de Axie Infinity, mais il y en a d'autres, comme celui de Xinmi. Xinmi, c'est un projet qui est intéressant parce qu'ils veulent démocratiser les compétitions de e-sport à tous les gamers. Aujourd'hui, si on veut participer à une compétition de e-sport, il faut généralement être un pro, et ça signifie passer énormément de temps pour devenir expert sur un jeu. En l'occurrence, moi qui aime bien jouer de temps en temps à des jeux vidéo, j'aimerais bien essayer d'être en compétition avec d'autres joueurs. Je prends l'exemple du jeu FIFA. J'aimerais bien me mesurer avec d'autres joueurs à travers des compétitions, mais plutôt des compétitions pour amateurs. Et en fait, c'est ce qu'ils essaient de démocratiser. Et là, les NFT vont avoir un rôle assez différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Là, ça va plutôt être des récompenses, ça va plutôt être des quêtes associées à mon expérience de jeu. En fait, le NFT va plutôt venir en récompense et il n'aura pas vraiment d'influence dans mon jeu, dans mes performances que j'aurai à l'avenir, à l'inverse de Axie Infinity. Ça va plutôt être quelque chose qui va venir récompenser finalement mon assiduité à ce nouveau jeu. Et donc là, ça va être encore une autre manière d'accroître l'expérience des joueurs dans les jeux vidéo. Donc ça, c'est pour le gaming. On va aussi voir que les NFT, ils vont venir révolutionner d'autres secteurs, et des secteurs qui sont complètement différents. Si on prend l'exemple de l'immobilier et de Realty. Realty, c'est un projet qui a été créé par des Français et qui est complètement différent de ce qu'on a vu auparavant. L'idée, qu'est-ce que c'est? C'est de NFTiser l'accès à des biens immobiliers, mais cette fois-ci dans le monde réel. Pour prendre un exemple qui est assez parlant, leur projet, c'est de, par exemple, acheter un appartement dans Paris. Imaginons que celui-ci vaille 1 million d'euros. Et bien, en fait, ils tokenisent cet appartement parisien et ils le divisent en 1 million de tokens valant chacun 1 euro. Et en fait, chaque token est adossé à un NFT, donc un titre de propriété numérique,
qui va pouvoir être vendu à n'importe qui. Et en fait, l'intérêt de celui-ci, c'est-à-dire que si moi j'achète pour 100 par exemple, ou pour 1000 NFT, donc je mets 1000 euros, donc je suis propriétaire d'un certain pourcentage de cet appartement, mais je ne suis pas obligé de l'acheter entièrement, je peux uniquement acheter une petite partie de celui-ci. Imaginons que ce bien soit mis en location demain, eh bien le locataire va payer un loyer tous les mois, et moi je vais être rémunéré sur la partie du NFT que je détiens de cet appartement. Et donc c'est hyper intéressant parce que ça va permettre de démocratiser l'investissement immobilier à plein de gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un bien valant 50 000, 100 000, 200 000 ou 1 million d'euros. On pourra devenir propriétaire finalement d'une toute petite partie d'un bien, que ce soit un appartement, que ce soit des bureaux, que ce soit plein de choses. Donc ça c'est un projet qui est en ce moment qui est surtout lancé aux États-Unis, mais qui ne devrait pas tarder à arriver en France. Un autre exemple de secteur dans lequel les NFT vont pouvoir apporter des modifications, c'est celui de la musique. Axel, tu parlais tout à l'heure de Kings of Leon. Effectivement, c'est un groupe américain qui a sorti un album en NFT. Alors, pas qu'en NFT, parce que justement, cet album, il est aussi disponible sur Spotify et sur d'autres plateformes de streaming. Ils en ont sorti quelques-uns à côté en NFT. Et en fait, tu vas avoir une petite... Déjà, tu seras propriétaire de la pochette virtuelle, du vinyle virtuel, qui, elle, sera animée en 3D. Il y aura quelques petits effets particuliers. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en plus de pouvoir écouter sur Spotify comme tout le monde, eh bien, il y a quelques personnes qui vont être les heureux chanceux de détenir cet album-là en NFT et ils seront complètement propriétaires. On a aussi l'exemple de The Weeknd qui a prévu de sortir en fait un titre de musique exclusif en NFT. C'est-à-dire qu'il sera uniquement accessible en NFT. Et là encore, on peut voir que c'est hyper intéressant parce que, imaginons, Michael Jackson à l'époque avait sorti des titres uniquement disponibles en NFT en quantité limitée. On peut imaginer la hype qu'il y aurait eu sur ces titres complètement exclusifs et la valeur qui aurait été adossée. Donc ça, c'est 3 exemples de secteurs qui vont se retrouver chamboulés par l'apparition des NFT, qui sont déjà en train de l'être. Mais voilà, pour nous, les NFT, ils sont à l'aube de révolutionner un tas de domaines. Et en fait, on va avoir l'apparition de tas d'applications dans différents domaines traditionnels qui vont soit être amenés à évoluer, soit de nouvelles applications vont apparaître. Mais en tout cas, les NFT, pour nous, vont petit à petit se glisser dans notre quotidien à l'avenir. Merci Maxime. Donc nous arrivons bientôt à la fin de ce petit webinaire. Avant de passer sur comment concrètement s'exposer et investir dans différents projets NFT, on voulait juste vous faire un petit rappel sur la définition de ce que Maxime a évoqué comme tokenisation. Peut-être que vous n'êtes pas forcément familier avec ce terme. Très simplement, c'est la création de la représentation numérique d'un actif sur une blockchain. Donc, en tokenisant quelque chose, vous créez cette fameuse représentation sur la blockchain et ça devient en quelque sorte un actif numérique partiel. Donc, sur les différents blockchains qui peuvent exister. Donc, pour revenir un petit peu sur tout ce qui a été dit, maintenant qu'on a un petit peu parcouru ce qui peut exister dans l'univers des NFT, là l'idée c'est qu'à la fin de ce webinaire, vous puissiez avoir quelques clés pour soit en créer, soit en acheter, soit profiter tout simplement de l'explosion en quelque sorte de ce nouveau sous-secteur de la crypto-monnaie. Donc on a évoqué au début la partie de comment en créer et en acheter. Donc là, on vous a remis la plateforme OpenSea qui permet de faire maintenant les deux. Mais il est possible également de s'exposer au projet NFT sans forcément en créer vous-même ou en acheter vous-même. On a un petit peu parlé de ça, c'est Sandbox, c'est Chiliz. Donc Chiliz c'est plutôt sur la partie sport, Sandbox c'est plutôt sur la partie immobilier. Donc là vous avez ici quelques idées de moyens de pouvoir profiter de l'envolée de ces différents projets sans forcément en acheter ou en créer. Mais il ne faut pas oublier qu'également que tous ces projets, toutes ces plateformes reposent sur une infrastructure. Et des infrastructures qui ont toutes prouvé leur efficacité, leur stabilité sur un moyen long terme. Donc lorsqu'on dit moyen long terme dans l'univers crypto, c'est 3-5 ans au moins.
Donc là, vous avez les plateformes principales, donc bien sûr Ethereum, Tron ou Flow. Si on passe maintenant à la slide suivante. Maintenant, pour conclure, là vous avez un petit peu vu voilà, les différentes possibilités de s'exposer sur l'univers des NFT, donc soit à travers de l'investissement, soit à travers de l'achat sur les plateformes traditionnelles, Binance, etc. On vous invite maintenant à regarder un petit peu ce qui peut exister en parallèle, bien sûr. Vous avez maintenant les clés, mais aussi de vous proposer de pouvoir avoir euh, une analyse assez détaillée mensuelle sur les différents univers. Donc là, on a parlé des NFT, mais le mois prochain, ça sera autre chose. Et pour cela, donc, nous vous proposons donc, nos différentes formules. Et je crois qu'il y a quelques personnes ici qui sont abonnées aux alertes. Donc, ça consiste voilà, en quelques mots, donc très, très simplement, en deux offres. La première offre, donc, c'est le suivi des alertes, tout simplement, à travers 10 crypto-monnaies de référence. Donc plutôt des crypto-monnaies qui sont plutôt des infrastructures ou des projets qui ont voilà, prouvé sur le long terme leur efficacité. Et en parallèle, la deuxième branche en fait, de la formule, c'est l'accès donc, à des newsletters, à des replays bien sûr, comme des webinaires comme on fait actuellement, mais également une analyse de manière plus macro, plus globale du marché des crypto-monnaies, des nouvelles tendances, pour voilà, être toujours là un petit peu plus tôt que les autres et pour ne pas arriver après le pic. Parce qu'aujourd'hui, ça va assez rapidement sur cet univers de la crypto-monnaie. Et dernière slide, si on peut passer à la slide 12. Donc très concrètement, ça se passe de cette manière-là. Donc vous avez donc une dizaine de crypto-monnaies, donc vous en reconnaissez sans doute certains. Ether, Bitcoin, Binance, bien sûr, BNB, Chainlink, etc. DOT. Donc toutes ces crypto-monnaies, nous vous proposons une analyse technique et fondamentale et nous vous proposons à travers nos alertes d'y souscrire. Donc on vous invite à, si vous le souhaitez, bien sûr, vous rendre sur notre site internet et de pouvoir à la fois voilà, se renseigner un peu plus sur ces différents projets, mais également d'être tenu au courant des différentes conférences qu'on va suivre. Donc, merci encore pour votre attention. Il nous reste quelques minutes, si vous le souhaitez, pour des questions-réponses en lien avec la présentation ou de manière plus générale sur les NFT. Si vous le souhaitez, vous pouvez soit écrire dans le chat ou bien déverrouiller votre micro et poser la question. Yes, merci beaucoup, Guéna. C'est vrai que voilà, on vous encourage, hein, si vous avez des questions, remarques sur la présentation, n'hésitez pas à mettre dans le chat ou ouvrir vos micros. C'est ouvert. Voilà. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous faites précisément? En fait, vous conseillez en investissement, c'est ça? Alors, en fait, on a deux casquettes, on va dire. La première, c'est de manager une communauté sur les bonnes informations. Voilà, je ne sais pas si tu as rejoint cette conférence via la communauté Air Crypto. C'est une communauté qu'on tient sur Telegram où il y a 250 membres. Et on essaye de poster les actualités dès qu'elles arrivent, de faire des petites analyses, voilà, d'échanger en fait sur l'univers crypto. Et notre deuxième casquette, donc, on a un site internet, c'est aircrypto.fr. Et en fait, on a développé un modèle qui permet d'investir sur les crypto-monnaies avec une stratégie d'investissement. Et le but, c'est que, à travers notre expérience, voilà, les crypto-monnaies aujourd'hui, c'est un actif qui est très risqué, très volatile, on perd de l'argent. Et nous, ce qu'on souhaitait proposer, c'est quelque chose de très simple, d'essayer de limiter le risque. On ne va pas te dire qu'on supprime le risque parce que c'est impossible, mais quand même de participer à la montée, en fait, la montée de ce nouvel écosystème, cette nouvelle classe d'actifs. En fait, on a développé un modèle en interne et tous les soirs, à 21h, on envoie des alertes. Ça dure 5 minutes du coup à prendre les signaux ou pas. Donc on ne va pas faire de la gestion pour autrui parce que pour l'instant on n'a pas le cadre réglementaire pour le faire, mais par contre on envoie ces alertes et vraiment c'est vraiment notre objectif, c'est 5 minutes maximum par soir est consacré pour passer tes ordres. Tu as la main dessus
Voilà, pour donner un peu d'informations, en règle générale, on limite la volatilité, qui est un indice qui permet de mesurer le risque, par 2, 2,5. Et c'est quand même d'essayer de performer, de montrer un peu comme une alternative à l'épargne, à l'investissement traditionnel en bourse. Et voilà, depuis le début de l'année, alors en mars, fin mars, on était à 28%. Là, ce mois-ci a été assez sympa, on est à plus 19. Donc, sur les 4 premiers mois de l'année, on est à un peu plus de 40, entre 40 et 50% de pertes. Voilà. Et le but, c'est vraiment de profiter des tendances et de se désinvestir assez tôt en amont d'un crash. Voilà, c'est un peu nos deux casquettes. J'espère que j'ai bien répondu. N'hésite pas surtout à rejoindre le groupe de la communauté sur Telegram, communauté Air Crypto, que Guéna a mis dans le chat, et de parcourir notre site aussi, aircrypto.fr. Ça marche, merci. Super. Voilà, je ne sais pas si d'autres personnes avaient des questions, que ce soit sur les NFT, sur Air Crypto en général. Allez-y. Donc, si je peux rajouter, voilà, la conférence, elle va être enregistrée et elle va être republiée donc, sur notre page YouTube. On la repartagera dans le groupe Telegram pour que vous puissiez revoir un petit peu, parce que c'est vrai que ça a été peut-être un peu dense, il y a eu beaucoup d'infos. Voilà, vous pouvez revoir tranquillement, donc elle durera donc moins d'1 heure normalement. Donc voilà, si vous avez pas d'autres questions, nous vous proposons de clôturer cette conférence. Merci encore pour votre temps en ce samedi après-midi. Merci à vous, et puis bonne soirée à tous. Merci à tous. Au revoir.